Bienvenue à toutes et tous pour cette session 7, qui est une table ronde ayant pour thème le rôle des patients dans la recherche et dans le cycle de vie du médicament. Je suis Jean-Philippe Lançon, je suis vice-président de l'Alliance Maladies Rares. Je suis ravi de modérer cette table ronde, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous un panel d'intervenants extrêmement riche pour évoquer ce sujet qui ne l'est pas moins. Avec nous donc ce matin, Laurence Thienot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon, Christelle Ratignier-Carbonel, directrice générale de l'ANSM, Virginie Vert, directrice du développement thérapeutique au sein d'Eurordis, Mathieu Robin, directeur des données médicales du laboratoire CTRS et conseiller stratégique à la direction des data pour le réseau des centres de lutte contre le cancer Unicancer. Donc merci à toutes et tous d'avoir accepté notre invitation. Christian Saoud, qui était initialement prévu et programmé sur cette table ronde, ne sera hélas finalement pas avec nous ce matin et évidemment nous prie de bien vouloir l'en excuser. Alors avant de vous céder la parole aux uns et aux autres, j'aimerais faire une courte introduction, si vous le permettez, sur ce sujet du jour qui est à la fois vaste et essentiel. Puisque si l'apport des malades dans l'amélioration des pratiques de santé n'est plus à démontrer, le rôle qui leur est accordé dans la recherche, tout comme dans le cycle de vie du médicament, est encore, trop souvent un rôle passif. Dans le cas des essais cliniques, il est courant de voir des patients n'avoir jamais été impliqués dans aucun processus structurel de l'étude. Nous avons tous eu affaire à des projets de recherche qui, bien que pertinents, sont tombés à l'eau faute d'avoir été conçus autour de l'intérêt du patient, de la qualité de vie, et ou d'avoir utilisé des outils de mesure appropriés. Heureusement, l'implication des malades et la prise en compte de leurs besoins réels sont en train d'évoluer, comme va l'illustrer notre table ronde, et nous voyons ainsi de plus en plus souvent des patients étroitement associés aux étapes majeures de toute recherche clinique, depuis l'élaboration et le design de l'étude, le recrutement des patients, l'intervention elle-même, jusqu'à l'analyse des données. De l'INSERM à l'ANSM, jusqu'à l'Agence européenne du médicament, des patients apportent leur expertise sur des documents et protocoles à destination d'autres malades, mais est-ce bien suffisant ? Dans les maladies rares, et compte tenu des caractéristiques qui leur sont propres, il est encore plus nécessaire d'associer les patients à chacune de ces étapes. Alors, où sont vraiment les patients dans le domaine de la recherche et du médicament ? Quelles sont les ambitions pour les malades demain ? Nos invités vont éclairer le sujet. Je vais commencer avec Laurence Thienot-Herman, présidente de l'AFM Téléthon. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Philippe. Merci encore une fois. Bonjour à toutes et à tous. Alors, faut-il le rappeler, mais je crois qu'il faut le rappeler, que l'AFM Téléthon est un acteur majeur de la recherche et du développement des thérapies innovantes pour les maladies rares, avec notamment 250 programmes et jeunes chercheurs financés par an, 300 essais cliniques soutenus pour des maladies de la vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire, du muscle. Alors quel est ton regard ? Le tutoiement est souvent de rigueur au sein des associations de patients. Quel est ton regard de représentante associative, de représentante de patients sur ce sujet ? Alors mon regard, en tant qu'en effet représentante de l'AFM Téléthon, c'est le fait d'abord, si on parle du rôle des patients dans la recherche, c'est que pour les maladies rares, plus encore que pour n'importe quelles autres, je dirais, maladies, la recherche, c'est pas une option. La recherche, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que pour 95% des maladies rares, on est en errance thérapeutique, il n'y a rien. Que pour beaucoup d'entre elles, il y a aussi la mort aux trousses, parce que ce sont des maladies évolutives, parfois mortelles. Et si on interroge toutes les associations de malades concernés par des maladies rares, je pense que ce qui ressort, en effet, c'est la priorité en matière de recherche. Donc leur rôle est vraiment essentiel et il peut être à plusieurs niveaux. D'abord parce que dans les maladies rares, comme dans d'autres, mais vraiment dans les maladies rares, puisqu'il n'y avait pas de recherche, c'était vraiment un rôle de stimulation, d'incitation, d'orientation de la recherche. Alors ça peut être fait de façon différente, c'est-à-dire que soit dans un rôle d'association opératrice. Alors, je le souligne en tant que présidente de la FM Téléthon parce que quand on a créé notamment le premier Téléthon avec cette vision qui était du gène jusqu'aux médicaments issus de la connaissance des gènes, comme il y avait très peu d'équipes de recherche qui travaillaient dans ce domaine,
On a évidemment construit nos propres laboratoires, recruté les propres équipes de recherche. Donc, les associations peuvent avoir un rôle d'opérateur, opératrice, quand évidemment il y a des moyens qui sont donnés, notamment dans notre cas par la générosité publique. Mais il peut y avoir aussi ce rôle pour les associations de financeurs. On connaît tous de très nombreuses associations qui financent à des niveaux différents la recherche, qui la financent et donc qui par là même l'orientent eu égard au fait qu'elles écrivent par exemple l'appel d'offres. Par rapport au fait qu'elles identifient comment composer leur conseil scientifique, quelles sont les équipes qui travaillent sur leur propre pathologie au niveau international, et donc elles apportent des financements. Et je suis d'ailleurs ravie aujourd'hui de profiter de cette tribune pour dire que l'AFM Téléthon et la Fondation Maladies Rares lancent aujourd'hui un appel à projet pour les filières de santé maladies rares, pour qu'elles puissent développer, maturer des preuves de concepts thérapeutiques innovants pour des maladies rares qui n'ont pas de traitement. Donc, quand on parle d'orientation de la recherche, parce que c'est important, et donc c'est un appel à projet qui va être lancé pour toutes les filières maladies rares. Et Dieu sait que les maladies rares qui n'ont pas de traitement sont nombreuses. Voilà, 95% de maladies rares sans traitement. Et donc, ça nous semblait, alors que les filières jouent un rôle aussi essentiel, que la Fondation Maladies Rares, dont l'AFM est cofondateur et finance en majorité, elle joue aussi un rôle essentiel. Donc, de lancer cet appel à projet, et on profite de Rares 2021. Donc, cette impulsion, cette orientation de la recherche, c'est important. Ça peut se passer aussi dans des échanges, dans des rencontres entre des patients concernés et des équipes scientifiques. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'innovations qui parfois sont nées de rencontres entre les scientifiques et les familles de patients. Rien qu'en regardant la morphologie parfois du patient, j'ai des tas d'histoires qui me viennent en tête. Et des scientifiques de travailler sur telle pathologie, de n'avoir jamais vu jusqu'alors des patients concernés par la dite pathologie. Et donc d'avoir vraiment aussi des innovations qui leur viennent spontanément. Donc ça, stimuler, inciter, orienté. Je dirais que l'autre rôle aussi, c'est patient expert. Alors, on en parle beaucoup dans les maladies rares. C'est des patients qui sont consultés, comme tout à l'heure tu l'évoquais, qui sont consultés parfois, et tu l'évoquais tout à l'heure, peut-être un peu trop tard, un peu en bout de chaîne. Et donc là, ça fait partie aussi des revendications de dire qu'il est vraiment important que les patients soient vus comme des partenaires, au même titre que la communauté scientifique, la communauté médicale, la communauté des patients. Ça doit être des partenaires dans la conception, dans justement la recherche et aussi dans le cycle de vie du médicament. Et puis, je dirais un autre point aussi extrêmement important, c'est que les patients contribuent aux politiques publiques. Je pense que la communauté des maladies rares et la communauté des associations de patients maladies rares, que ce soit l'Alliance et toutes les associations, en sont vraiment le symbole. C'est-à-dire que très clairement, parce qu'on a créé la plateforme maladies rares, parce que tous les acteurs de la plateforme maladies rares, et notamment l'Alliance Aurore 10, ont pu aussi porter un certain nombre de messages. On a pu obtenir le premier plan maladies rares. On a pu évidemment faire bouger un certain nombre de choses. L'errance diagnostique était une première problématique pour les maladies rares. Donc voilà, elles peuvent aussi beaucoup apporter pour faire avancer les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient évidemment européennes. Mais je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. Merci Laurence, merci infiniment. Christelle Ratignier-Carbonel, vous êtes directrice générale de la NSM. Alors nous voyons du côté des patients... la recherche n'est pas une option. La recherche n'est pas une option et cette notion de patient partenaire. Alors depuis quelques années, la NSM fait un effort considérable et je peux en témoigner largement d'ouverture auprès des associations de patients. Qu'évoque pour vous ce sujet assez large du rôle des patients justement, de cette inclusion des patients comme partenaires? Merci. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Merci surtout à Rares 2021 d'avoir organisé cette table ronde avec un thème majeur, la place du patient. Je reviens sur les mots qui ont été prononcés par Laurence et ce que vous venez de dire aussi, le patient partenaire. En effet, le patient, évidemment, a toute sa place et le plus
tôt possible, à la fois évidemment dans la recherche, mais je vais plutôt, même si en étant chercheur de formation, voilà, j'ai toujours évidemment cette appétence sur ce domaine, mais plutôt en effet sur le cycle de vie du médicament, évidemment, qui est majoritairement important évidemment pour la NSM. En effet, donc depuis un certain nombre d'années, nous nous sommes engagés à l'agence sur l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est un grand mot, on l'utilise beaucoup, mais l'ouverture concrète, c'est-à-dire que à tout moment, également dans la réflexion, dans ce que nous appelons nos comités scientifiques permanents, là où les dossiers en effet sont étudiés, les patients, les représentants de patients, également les représentants aussi d'usagers, mais également de victimes potentiellement de médicaments, sont présents dans le travail et dans la co-construction, puisque cela est indispensable. La règle d'or, en effet, à l'agence, c'est de pouvoir rendre et proposer des services aux patients qui soient le plus adaptés possible. Et quelle est la situation la plus adaptée ? Il n'y a pas plus adapté que d'avoir en son sein les patients et évidemment les professionnels de santé pour définir les meilleures actions et les meilleures évaluations évidemment à mobiliser. Il n'y a pas, et je le dis souvent, notamment également à mes équipes, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a la communauté en effet des scientifiques, la communauté médicale et la communauté des patients, et notamment dans nos comités et dans les échanges que nous avons. Tout le monde, évidemment, a sa place et tout le monde a une place aussi importante. Et c'est ça qui est important. L'expertise médicale, évidemment, en tant que telle, également le savoir expérientiel des patients. Et c'est ça qui est un point, évidemment, extrêmement important. Alors, il faut toujours, évidemment, progresser. C'est vrai que, voilà, au départ, en effet, on avait plutôt la consultation des patients un petit peu en bout de chaîne, une fois que voilà, les documents étaient réalisés, etc. Là, c'est vraiment de la co-construction pour savoir si on est adapté, en effet, par rapport au service qui doit être fourni. Mais ce n'est pas que cela non plus. Évidemment dans les comités, mais aussi dans tout le cycle de vie du médicament, alors dans les essais évidemment cliniques, au moment de l'autorisation de mise sur le marché, mais aussi par la suite, une fois que le produit est utilisé en vie réelle, puisqu'on voit bien évidemment la différence, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance, mais aussi la pharmacoépidémio, et puis les études en effet de pratique, les études de soins, comment ça se passe en effet dans la vraie vie. Les essais cliniques sont évidemment indispensables. Pour autant, ça ne se passe pas toujours de la même façon en effet à vraie vie, et ça permet d'acquérir des données, et c'est ça qui est évidemment important. Donc c'est vraiment un triptyque, les patients, les professionnels de santé, évidemment les institutions et notamment la NSM, pour construire ensemble, faire comprendre, aller plus loin, également utiliser des rétextes en effet sur l'utilisation dans la vraie vie pour toujours améliorer la mise à disposition en effet des produits ou également la recherche, notamment dans le cadre des maladies rares. En effet, voilà, l'option thérapeutique n'est malheureusement pas toujours là, mais ça permet de comprendre, ça permet d'avancer dans d'autres situations aussi, par exemple de couverture des besoins sanitaires des patients. Et c'est un point en effet qui est majeur et évidemment, enfin, l'ADN de l'agence, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible évidemment de traiter et de gérer en effet une situation à l'agence s'il n'y a pas la présence des patients. C'est vraiment un point majeur et voilà. Et je pense que au fur et à mesure, évidemment, voilà, tous mes collègues, évidemment, sont pleinement convaincus et ça permet, en effet, d'avancer et d'essayer, en tout cas, de pouvoir trouver des solutions ou au moins des mesures qui soient les plus adaptées possibles. Merci. Donc, au sein de vos différentes instances, de vos différentes commissions, vous avez des représentants oui. de patients. Oui, tout à fait. Et pour vous, Agence nationale du médicament, c'est une réelle plus-value pour l'ensemble. Très clairement, on le voit lorsque l'on a des situations. Alors, par définition, le médicament, ce sont des bénéfices et des risques. Donc, c'est un rapport entre les deux. Voilà, zéro risque, ça n'existe pas. Sinon, on appelle ça plutôt un placebo. Donc, voilà, donc c'est une balance constante. Et donc, il y a des situations, des fois, qui sont complexes, des situations de rupture de stock. On en a échangé il n'y a encore pas très, très longtemps, malheureusement. Et il est important, en effet, d'avoir l'ensemble des parties prenantes pour échanger, pour discuter. Voilà, nous n'avons pas forcément de baguette magique, notamment sur l'approvisionnement des médicaments, mais pour autant, c'est trouver des solutions ensemble, de voir ce qui est possible. Et enfin, tout simplement, je n'imagine pas l'ANSM sans la présence des patients à chaque moment et à chaque étape de l'évaluation. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. Y compris, pour aller au-delà, y compris de l'information, parce que vous le dites parfaitement bien, on est sur des sujets qui sont complexes parfois,
Et l'un des enjeux pour l'agence, probablement, est aussi l'information au grand public. Comment informer, comment bien informer. Tout à fait. Bien informer, s'assurer que les décisions que nous avons construites avec les parties prenantes soient bien comprises, puisque l'objectif d'être lisible et d'être légitime, c'est pour être efficace et performant. Et les propositions que nous faisons sur une autorisation de mise sur le marché ou sur une mesure de réduction du risque, par exemple, l'important, c'est qu'elles soient appliquées par les professionnels de santé, également par les patients, qu'elles soient comprises. Et donc, de ce fait, pour être le mieux compris, en effet, possible, eh bien, dans ce cas, il faut échanger dès le départ et construire le message ensemble, et qui permettra, nous l'espérons en effet, de pouvoir être déployé sur le terrain au plus proche des patients de la meilleure façon possible. Un véritable enjeu, et nous ne pouvons que nous féliciter, nous patients, de voir la NSM aller en ce sens, et souhaiter que vous disséminiez largement cette vision auprès de toutes les agences qui, rappelons-le, le système de santé dans son ensemble est tourné vers ses usagers, ou doit être tourné vers ses usagers. Merci. Mathieu Robin, vous êtes médecin de formation, directeur des données médicales, je le disais, du laboratoire CTRS, et conseiller stratégique à la direction des data pour le réseau Unicancer. Alors, vous disposez très clairement d'une expertise sur la question des données, et vous connaissez bien également, pour avoir créé et dirigé une société de recherche contractuelle que tout le monde connaît sous le nom de CRO, tout le monde non, mais beaucoup connaissent sous le nom de CRO. Vous connaissez bien le sujet des essais cliniques, et quelle est votre vision, votre expérience de la place des patients dans cet écosystème ? Bon, tout d'abord, merci pour cette invitation, et c'est évident que cette table ronde, je pense, va permettre d'échanger sur différents niveaux. Donc on a déjà bien compris l'importance, et ce à quoi évidemment moi je suis et j'adhère complètement depuis des années, sur le rôle des associations de patients, mais également sur le rôle des représentants de patients dans les, que ce soit au niveau des institutions, au niveau des protocoles, à tous les niveaux de la conception de la recherche. Donc moi, je vais peut-être vous parler de la place des patients qui ne sont pas dans des associations et qui ne sont pas des représentants de patients, mais c'est-à-dire du patient qui participe à des recherches, que ce soit en effet avant autorisation de mise sur le marché, donc sur des process expérimentaux, les classiques phases 1, 2, 3, qu'on peut retrouver, mais pas forcément de façon systématique dans la recherche sur les maladies rares pour des raisons de rareté de la population, mais également et surtout sur le rôle des patients à titre individuel dans la génération d'informations après commercialisation des produits, qui apportent des informations qui ne sont pas des informations cliniques, mais qui sont des informations liées à leur expérience, leur ressenti, à des données dites de qualité de vie, de satisfaction. Et c'est évident que le patient ici a un rôle qui commence à être bien intégré et qui doit continuer à se poursuivre. Peut-être qu'on parlera d'une ou deux expériences qui sont en train d'être développées dans ce domaine qui est vraiment un élément extrêmement fondamental. Peut-être juste un point, c'est quand on parle de patients, de par l'expérience, pour avoir travaillé beaucoup en oncologie, dans lesquelles il y a des maladies rares, bien évidemment, puis des cancers moins rares, mais qui finalement se segmentent en maladies rares de par la meilleure maîtrise des marqueurs biologiques et puis de facteurs pronostiques qui sont de plus en plus de mieux en mieux ciblés, mais également sur des maladies rares qui peuvent concerner quelques dizaines de patients sur la planète. On se rend compte qu'on n'est pas toujours en lien directement avec le patient, puisque peut-être que je me trompe et vous me corrigerez, Laurence, à peu près 50% des patients qui ont une pathologie génétique sont des enfants de moins de 5 ans ou 6 ans. Voilà, au diagnostic. Donc ce sont des patients, mais finalement ce sont des patients qui sont dépendants de leur environnement familial, qui décident beaucoup de choses pour eux, qui parlent pour eux, qui a sa propre subjectivité, même entre deux parents, qui peuvent pas forcément percevoir la même chose, et donc impliqués de façon plus ou moins importante avec je ne vais pas parler de distension parce que c'est pas ça le sujet, mais des perceptions différentes sur faut-il faire rentrer mon enfant dans un essai clinique, et sur la question qui moi m'intéresse, qui est plus la question des informations reportées par les patients. Donc là, dans ce cas, la part des enfants, ce sont les parents et l'entourage qui répond entre guillemets pour lui. Et donc il faut trouver un équilibre entre ces différentes personnes qui
parle au nom du patient et c'est pas voilà. Donc ça fait partie des données de vie réelle générées par les patients sur lesquelles il y a toute une réflexion à poursuivre. Et je pense qu'on parlera de la validité, de l'utilisation et de ces données voilà, dans la suite de nos discussions. Et peut-être qu'on reviendra aussi sur les essais cliniques où il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, comment trouve-t-on cet équilibre justement? Parce qu'on le voit bien, c'est effectivement, on ne prend pas en charge de la même manière un enfant dans le cadre d'un essai clinique qu'un adulte. Ça nécessite des qualités personnelles, ça nécessite une organisation structurelle du processus de l'essai clinique lui-même. Je vais peut-être dire des banalités, mais finalement qui n'en sont pas. Dans un essai clinique, il y a le côté expérimental, donc il y a le côté très encadré, très médicalisé, suivi, accompagné. Donc de l'enfant si on est dans un enfant, ou du patient, ou de son... Voilà, on a une prise en charge qui est très forte. Mais au final, on s'intéresse bien sûr aux patients, mais on s'intéresse avant tout, avant et même, aux produits. Ce qu'on veut, c'est tester, c'est rechercher une efficacité biologique du produit. Et la deuxième phase, sur laquelle moi je travaille depuis maintenant une dizaine d'années, qui est après commercialisation, on s'intéresse à l'efficacité chez le patient d'un produit. Alors qu'avant et même, on s'intéresse à l'efficacité du produit chez un patient qu'on essaie de standardiser, de randomiser, qui on essaie de faire perdre entre guillemets ses spécificités, parce que sinon on est incapable de travailler sur une efficacité biologique, qui est quand même le prérequis, qui est le préalable. C'est vraiment tout le principe de l'évidence des médecines, voilà, qu'on applique ou qui est notre référentiel depuis une quarantaine d'années. Donc référentiel, on discutera qui peut évoluer avec des nouveaux points, où on peut-être intégrer un peu plus les patients que ça ne l'est aujourd'hui. Ça c'est la gouvernance des voilà, bases de données, exactement, dans la gouvernance des bases de données. Et puis voilà, donc voilà, il y a des choses, je pense, qui peuvent évoluer. On en parlera sur le futur, mais données, si vous voulez bien, oui. Mais bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si, voilà. parfaitement. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on éclaire le sujet, bien entendu, et puis qu'on le perfectionne. C'est-à-dire que vous le décrivez bien. Un essai clinique fait appel à des acteurs dans un cadre strictement encadré. Et ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien les enjeux pour le patient. Évidemment, s'il s'agit d'un industriel, enfin pour le promoteur, mais d'abord pour le patient. Ça, c'est évident. Bien sûr, tout à fait. Alors, la question des bases de données, justement, qui est un sujet majeur que vous connaissez bien. Je connais, qui est une préoccupation pour les patients également. Bien sûr. Donc, sur le fait de réutiliser des données les concernant, donc, sur l'usage de ces bases de données, donc, c'est vrai que les bases de données sont aujourd'hui un constituant indispensable à la recherche, le plus souvent quand même après commercialisation, pour avoir des informations que nous n'avons pas en phase expérimentale. Hein, comme je vous dis, on travaille vraiment sur le produit, l'efficacité biologique. Donc les bases de données permettent de travailler sur des profils, des caractéristiques, des informations de niveaux différents. Et c'est toute la difficulté, c'est de réussir à trouver un dénominateur commun sur la validité ou la qualité de ces données pour pouvoir en tirer une information. Et vous me parliez, je pense, par rapport aux patients, il y a aussi tout un cadre réglementaire qui est nécessaire et extrêmement strict, on pourra aussi en parler, qui est cette nécessité d'informer tous les patients qui contribuent à ces bases de données, ces entrepôts de données, sur l'utilisation qu'il en est fait, qu'il est prévu d'en faire dans le futur, et de stockage de ces informations, de transmission ou pas dans d'autres pays, de merge avec d'autres bases de données. Donc il y a toutes ces problématiques qui aujourd'hui sont quand même plutôt bien maîtrisées, même si bien sûr ça doit continuer à avancer. Alors après, il faut... Bon, c'est d'autres questions. Est-ce que pour des maladies rares qui concernent, allez, on va dire quelques patients pour lesquels on a besoin de faire un travail de recherche, une publication pour communiquer, etc., qui concerne 20 patients identifiés dans le monde, dans une dizaine de pays, est-ce qu'il faut avoir le même niveau de contraintes pour ces académiques qui veulent publier leurs 20 cas cliniques qui vont être utiles à la micro-communauté de cette pathologie, sachant que ça prend plus d'1 an et qu'il y a bien sûr dans ces pathologies pas toujours les moyens qu'on peut avoir sur des larges pathologies qui ne sont pas des pathologies rares et qui peuvent en rebuter un certain nombre, qui disent attendez, là, mes 20 patients que je souhaite publier, c'est dans 10 pays, il va falloir que je dépose des dossiers à droite, à gauche, informe, je n'y arriverai pas et je n'aurai pas non plus les moyens. Personne ne va me donner les moyens. Et donc là, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc la finalité finalement de l'utilisation, est-ce que c'est pas un élément qui est compliqué, hein, la finalité d'une recherche qui aujourd'hui ne peut pas être pris en compte parce qu'on est sur des principes qui doivent être les mêmes pour tous, d'égalité, etc. Mais on est égalitaire avec
une étude de phase 3 menée par un industriel, une étude de phase 2 menée par un académique, et puis un report de cas clinique mené par un académique qui souhaite aussi apporter de la science. Et c'est vrai que c'est compliqué comme notion. Mais dans les maladies rares, dans les maladies rares, il y a des spécificités, vous le décrivez bien. Si on c'est la rareté rencontre des maladies extrêmement bien rares, sûr. peut-on appliquer un modèle courant à des maladies extrêmement rares? C'est une question. Et voilà, là encore, je pense qu'il y a. C'est une question, à mon avis, ouverte, Oui. qui mérite au moins d'être discutée, d'être Absolument. assumée par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a des spécificités qu'il ne faut pas oublier. Merci beaucoup. Virginie Vert, vous êtes directrice du développement thérapeutique au sein de l'Alliance non gouvernementale. D'ailleurs, c'est comme ça que se présente Aurore 10. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc Aurore 10 que tout le monde connaît, qui porte la voix des malades à travers l'Europe, dont l'engagement des préoccupations, de l'engagement des patients est au cœur de ses préoccupations depuis toujours, évidemment. Alors, pour vous, comment se manifeste justement cet engagement patient au cœur d'Aurore 10? Tout d'abord, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, déjà, je voudrais juste dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui aussi me font venir plein d'idées pour la discussion ultérieure. En particulier, c'est vrai que je salue aussi l'effort qui est mis pour mettre des moyens sur le développement de médicaments pour les maladies rares qui n'ont pas de traitement à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est vraiment très important. Et puis, je vais essayer de vous apporter aussi mon éclairage avec mon expertise au niveau de comment, effectivement, on engage les patients à Aurore 10, comment on interagit au niveau européen un peu plus. Donc, comme vous l'avez dit, Jean-Philippe, Aurore 10, on est une association ombrelle. Donc, en fait, on est là pour porter la voix des patients atteints de maladies rares en Europe. Nos membres sont des 970 associations, je crois. Hein. Nos membres sont exactement des organisations de patients. Plus de 900, voire 970 et plus, dans 74 pays. Bien entendu, donc, on essaye au maximum de pouvoir remonter toutes les informations et tous les inputs qui viennent de toutes ces organisations à travers différents modes de collaboration, de communication. Donc, juste pour situer aussi, à Aurore 10, on a vraiment 3 piliers majeurs dans nos activités. Un pilier qui est sur l'advocacy, donc le plaidoyer. Un pilier qui est ce qu'on appelle, et excusez-moi parce que j'utilise beaucoup d'anglicismes, mais qui est le patient empowerment, sur lequel je vais revenir parce que c'est très lié aussi à l'engagement des patients. Donc le patient empowerment, c'est vraiment pouvoir donner des outils aux patients pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir intervenir dans des domaines et des écosystèmes qui ne sont pas forcément très familiers pour eux, au départ. Ça, dans les maladies rares, c'est fondamental. L'écosystème est complexe et on a besoin, nous, patients, de bien comprendre dans quel écosystème nous... Tout à fait. Et en général, quand on est un patient, on est déjà, vulnérable du fait d'avoir apporté notre situation personnelle, familiale, etc. Donc, en plus, quand il faut avoir la compréhension intégrale de l'écosystème pour pouvoir intervenir, ça devient compliqué. Donc, c'est là où on a besoin d'avoir des supports. Et donc, le 3e pilier, pour en revenir à nos activités, le 3e pilier, c'est être un acteur qui facilite l'engagement des patients au niveau européen. Et donc, en fait, tout à l'heure, vous parliez de structuration, organisation un petit peu. Donc, on a fait un choix à Aurore 10 qu'on a développé au cours des dernières années, en fait, d'avoir vraiment des postes qu'on appelle Patient Engagement Manager, donc des PEM, comme on dit chez nous, qui sont en fait des gens qui sont vraiment là pour faciliter l'engagement de nos membres, l'engagement des patients dans les différentes situations. Donc, par exemple, on va avoir quelqu'un qui est responsable d'accompagner les patients qui sont engagés auprès des cliniciens au niveau des réseaux européens de référence, par exemple. On a des collègues qui sont plutôt sur le dialogue avec les compagnies pharmaceutiques aussi, avec des méthodologies, donc on pourra peut-être aussi revenir là-dessus plus tard. Et on a également, et je fais partie de cela, des collègues qui sont plutôt des PEM qui sont en lien avec les instances réglementaires, avec les HTA, avec les payeurs. Et donc, pareil,
l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui peut faciliter la recherche d'opportunités d'engagement et qui ensuite peut éventuellement accompagner et servir un petit peu de mentor. Donc, pour être un peu plus précise, par exemple, au niveau de notre collaboration avec l'Agence européenne du médicament, donc au niveau de l'Agence européenne du médicament, il y a aussi, comme vous avez expliqué au niveau de la NSM, il y a aussi beaucoup d'opportunités, il faut dire, pour les patients d'être impliqués. Ça a été vraiment quelque chose qui a été développé depuis, surtout, j'ai envie de dire, l'avènement du règlement orphelin. C'est-à-dire qu'en 2000, quand l'Agence du médicament a créé le comité pour les médicaments orphelins, c'est là où on a eu pour la première fois des patients membres de plein droit du comité, avec, quand je dis de plein droit, c'est-à-dire avec un droit de vote et d'expression qui est équivalent à celui des représentants des États membres. Donc ça, c'était déjà une révolution à l'époque, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées dans le cadre de l'implication des patients au niveau de l'Agence du médicament. Et en particulier, depuis 2005, en fait, quand les compagnies pharmaceutiques viennent demander un avis scientifique à l'Agence du médicament européen, on a la possibilité aussi d'impliquer des patients pour qu'ils puissent eux-mêmes se positionner donc, en tant qu'experts au niveau du design des essais cliniques, de la définition de la population cible, au niveau des mesures qui sont importantes et des patient relevant outcomes qui sont importants à définir dans les essais cliniques. Donc ça c'est vraiment très intéressant. J'ai eu comme patient l'occasion d'aller, c'était Londres à l'époque. Effectivement, c'est très intéressant parce qu'on arrive sur un dossier extrêmement technique et finalement on nous demande d'apporter quelque chose qui est de l'ordre de la vie avec la maladie, de la qualité de vie du patient, quel est l'intérêt présumé pour le patient. Finalement, on revient à la base. Voilà. L'essentiel de la recherche, c'est finalement de servir le patient et non pas de servir quelqu'un d'autre que le malade lui-même. Tout à fait. Et c'est très bien que vous témoigniez de votre propre expérience, en effet. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'on essaye de favoriser. Juste un petit peu pour expliquer en concret comment ça se passe, c'est-à-dire que donc on a cette collaboration de longue date avec nos collègues de l'agence. On analyse avec eux en fait tous les dossiers qu'ils reçoivent pour l'assistance au protocole, qui est l'avis scientifique pour les médicaments pour les maladies rares. Et ensuite, on définit avec eux, en fait, si il y a besoin, enfin, entre guillemets, d'un input du patient. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a des questions qui sont posées par les compagnies pharmaceutiques qui sont uniquement sur l'aspect manufacture du produit, uniquement sur l'aspect de la qualité. Donc là, on ne va pas nécessairement faire intervenir un patient, mais pour tout ce qui est vraiment de la définition de l'essai clinique, aussi dans le cadre du règlement orphelin, pour tout ce qui est le bénéfice significatif, donc le significant benefit d'un produit par rapport aux produits qui sont déjà sur le marché. Là, c'est vraiment crucial d'avoir un patient qui est impliqué. Et donc, pour vous donner un peu des chiffres, par exemple, en 2020, la situation était un peu particulière puisque tout était passé en ligne, bien sûr, mais on a reçu 39 dossiers d'assistance au protocole. On a été capable d'impliquer 32 patients. Donc, c'est là où intervient aussi la collaboration avec l'agence, et identifier l'opportunité, regarder dans notre réseau quels sont les patients qui sont prêts, qui sont aussi à l'aise en anglais dans ce cadre. Alors ça, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas le sujet de la table ronde, mais c'est un vrai sujet. Voilà, c'est important, effectivement. Et puis, donc voilà, de faire le lien aussi. Vous avez dû le constater par vous-même. Vous recevez ensuite, en tant que patient, un dossier qui peut aller jusqu'à 100 pages. Vous avez à remplir toutes sortes de papiers. Donc, c'est aussi notre rôle de faciliter ça pour que finalement, ce qui reste à la fin, c'est vraiment l'input du patient. Et puis, donc vous prenez les patients par la main pour les aider à... Alors, on essaye de créer les opportunités. Après, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est pour moi le corollaire de l'engagement des patients, et ce qu'on a essayé aussi vraiment de pousser
c'est vraiment ce côté empowerment, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour assister, on est là pour faciliter. Donc ça, c'est très différent pour moi. Et donc depuis 2008, en fait, à Eurordis, on a des formations pour nos membres, des formations qui ont commencé par ce qu'on appelle la Summer School, qui est en fait une formation sur les processus de développement thérapeutique, parce que vraiment l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que pour avoir un impact dans un écosystème quel qu'il soit, vous devez avoir certaines clés. Donc en fait, l'idée, c'est de donner les clés, de donner les éléments de langage, d'expliquer les acronymes, aussi d'expliquer les situations. Donc au fil du temps, on a vraiment fait évoluer ce programme de formation avec beaucoup moins de cours magistraux, beaucoup plus de mise en situation. On a des cas, on se met en situation et on a aussi l'aide de collègues de l'Agence du médicament européenne, de l'Agence anglaise. Donc on travaille aussi avec eux pour créer des cas, pour créer par exemple des situations de vrais dossiers de vraie vie, évalués par le comité des médicaments orphelins, de vrais dossiers qui vont à l'assistance au protocole et les mettre du coup en situation de pouvoir réfléchir sur ce genre de questions et d'être le plus préparé possible. Voilà, donc je pourrais parler pendant très très longtemps de tout ça. Nous avons le temps. Mais je pense que je vais revenir sur certains points après, mais pour l'instant, on va pouvoir continuer. Jean-Philippe ? Oui, alors très bien, c'est justement ce que j'allais... C'est très bien, j'allais essayer justement de faire le parallèle entre on évoquait l'Agence européenne du médicament et évidemment la NSM, et c'est intéressant de voir qu'on peut tisser des parallèles. Vous évoquiez tout à l'heure les significant bénéfices. On a la SMR en France. C'est à peu près ça. Alors, juste pour revenir, c'est même plus qu'un parallèle en fait, l'Agence européenne du médicament et la NSM, puisque c'est un tout en un. En fait, l'Agence européenne du médicament, c'est une agence de coordination et qui coordonne et qui fédère l'ensemble des agences nationales donc en charge du médicament et donc notamment évidemment la NSM et donc vous parliez du SOAP en fait, du Scientific Advice Working Party, donc l'assistance au protocole où nous sommes évidemment très présents et je voulais juste rebondir en effet parce que vous l'avez souligné sur le sujet de la langue anglaise et c'est en effet indispensable et c'est un point sur lequel je pense collectivement, je ne parle pas largement pas que des patients, mais de manière très collective, puisque les thérapeutiques dans le cadre de maladies rares, c'est uniquement ça passera uniquement par l'Agence européenne du médicament. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché pour ces produits, c'est uniquement par l'Agence européenne du médicament. Il ne peut pas y avoir de procédure nationale uniquement au niveau de la NSM. Donc nous sommes évidemment très impliqués, notamment au SOAP, au COMP, donc le fameux comité en effet orphelin, également aussi au CHMP évidemment, et c'est extrêmement important d'avoir en effet cette place et cette implication évidemment des patients au plus proche et on le voit donc en effet nous ne sommes plus à Londres, maintenant c'est Amsterdam, alors on est beaucoup en distanciel, mais nous commençons a priori, je sais que je dois me déplacer à nouveau à Amsterdam et nous sommes, donc nous avons des représentants évidemment permanents au CHMP, au COMP, au Scientific Advice Working Party, nous avons plusieurs membres évidemment de l'agence et c'est évidemment indispensable et notamment pour tous les produits biotechnologiques aussi, les autorisations de mise sur le marché sont uniquement centralisées. C'est aussi un avantage puisque cela permet d'avoir un accès pour tous les patients européens, mais évidemment, il y a ce sujet possiblement de la barrière de la langue, y compris à tout niveau, où c'est quelque chose d'important. Oui, mais si je peux juste rebondir du coup, parce que c'est vrai, vous mentionnez le CHMP, qui est donc le premier comité de l'Agence européenne du médicament à avoir été créé, qui du coup n'avait pas de patients en tant que membre, mais qui au fil du temps à essayer d'organiser justement comment pouvoir tout de même bénéficier de l'input des patients. Et du coup, en fait, je fais le parallèle aussi avec une question qu'on nous pose souvent sur la représentativité, en fait. Donc, c'est valable pour le scientific advice, l'assistance au protocole. On a un patient qui va parler pour sa communauté. Au CHMP, il y a eu des pilotes qui ont été mis où, pareil, un patient expert était impliqué. Et donc, souvent, on a la question, mais comment, en fait, au-delà de moi, ce que j'ai vécu, quel est
mon expérience personnelle, comment je représente ma communauté. Et donc, c'est aussi quelque chose que je voulais mentionner. Ça rejoint la discussion sur les data. On a des patients qui eux-mêmes ont... parce qu'il y a aussi un paramètre de confidentialité. Donc, quand vous êtes invité en tant que patient à l'assistance protocole, vous ne pouvez pas partager les données que vous avez reçues avec vos collègues de l'organisation de patients, avec vos contacts non plus. Et donc, en fait, on a des patients experts qui ont mis en place au départ, par exemple, des surveys en se disant on va demander de façon confidentielle juste un questionnaire. Oui, merci. On sent que vous êtes désolée. En langue anglaise au quotidien. Mais c'est très bien, c'est très bien. Un questionnaire, voilà, pour un petit peu savoir juste, par exemple, quels sont les médicaments qui sont pris par les patients qui ont la même maladie que mon enfant. Et pouvoir venir avec ces données supplémentaires ensuite en discutant avec les compagnies et les réglementaires. Donc ça, c'est très, très important. Et justement, au CHMP, il y a aussi maintenant un nouveau pilote qui a été mis en place qui vise à pouvoir, en amont, donc si vous parliez d'une discussion beaucoup plus précoce nécessaire avec les patients, donc de pouvoir récolter des informations sur une maladie, sur une population de patients beaucoup plus large en amont et d'avoir ça en fait qui soit alimenté au fur et à mesure que le CHMP regarde un dossier et va devoir statuer sur le bénéfice-risque d'un médicament. Donc on a le sentiment que le système se perfectionne. Donc le système se perfectionne et c'est vrai que... Doing by learning. Voilà, il y a aussi toutes ces nouvelles ou pas évolutives, on va dire toutes ces méthodologies qui évoluent sur justement comment avoir à la fois l'input personnel, vraiment le ressenti, les attentes d'un patient qui vit avec une maladie rare et comment aussi pouvoir avoir une idée de la, finalement, des attentes de la communauté en général. Voilà. C'est intéressant. On a le sentiment effectivement qu'il se passe des choses, que les patients sont inscrits, inclus. Pour autant, beaucoup reste à faire. Je regarde Laurence évidemment parce que du côté des associations de patients, nous avons toujours envie d'aller plus loin sur ces questions-là. Comment peut-on aller plus loin ? Je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, tout à l'heure, Virginie parlait à juste titre de la formation. Je crois que c'est vraiment aussi extrêmement important selon l'écosystème dans lequel tout se passe et les patients sont associés. Il faut absolument, cette notion de formation est importante parce qu'on peut aussi décrédibiliser le mouvement associatif si les patients intervenants n'ont pas cette connaissance de l'écosystème. Et donc, la formation, c'est démocratie sanitaire. C'est indispensable avec les moyens qui vont avec cette démocratie sanitaire, donc c'est-à-dire la formation. Je reprendrai ce que je disais tout à l'heure autour de patients partenaires. Encore une fois, parfois, dans un certain nombre d'instances, pas forcément celles qui ont été à l'instant évoquées, mais encore que les patients n'ont pas accès au même niveau d'information que les autres. Et là, en tout cas pour l'AFM Téléthon qui a toujours prêché pour que ce soit très transparent, il faut absolument que les patients, au même titre que les autres, puissent disposer des mêmes informations. Ils signent des accords de confidentialité qui vont bien, mais il faut qu'ils connaissent le fond du dossier sur lequel ils seront interrogés. Pas seulement, c'est quoi votre, comment dirais-je, pour vous, les indicateurs de qualité de vie, etc., sans savoir sur quelle molécule, quel essai on les sollicite. Il faut vraiment qu'ils aient exactement, comme les autres, le même niveau d'information. Et à partir du moment où ils ont la formation et qu'ils connaissent bien le sujet, donc il n'y a pas de problème. Et là, on doit les aider à bien appréhender les sujets. Encore une fois, qui sont des sujets souvent techniques.
Oui. et qui nécessite un véritable accompagnement. C'est pour ça que la formation est indispensable. Très clairement, certains de dire de toute façon, moi je ne m'en sens pas capable. Donc, c'est pas non plus tous les patients qui vont vouloir intervenir, mais pour certains c'est important et de toute façon ils demandent cette formation. Mais encore une fois, on ne peut bien répondre à un certain nombre de questions. Faut pas que ce soit des patients alibi. Voilà. Donc le côté patient alibi, c'était sans doute hier. C'est pas trop le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, malgré tout, il ne faut pas que ce soit non plus caution, où on a sollicité les patients et voilà. On a coché la case. On a coché la case. Ça. Ne pas oublier aussi que dans les CPP, dans les comités de protection de personnes, il y a bien des représentants de patients, mais il y a des représentants de patients qui sont sollicités parfois pour un essai ou pour quelque chose qui n'a rien à voir avec leur propre pathologie. Donc ça, c'est un problème. C'est à un moment donné, les patients experts, c'est dans leur domaine aussi d'expertise, en ayant toute la formation pour qu'ils connaissent bien tout le contexte. J'évoquais aussi tout à l'heure la gouvernance, c'est-à-dire associer les patients à la gouvernance des bases de données, par exemple. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est important pour la partie aval, une fois que les médicaments sont mis à disposition, mais ne pas oublier que dans les maladies rares, c'est super important aussi dans la partie amont. Vraiment. Voilà, c'est vraiment donc classique de développement. Exactement, identifier quels vont être les bons indicateurs, quels vont être les bons critères d'évaluation et les patients eux-mêmes. Et je le disais tout à l'heure, j'ai moult expériences de lorsqu'on a associé les patients, alors que les experts scientifiques et médecins disaient que pour évaluer, ils allaient identifier tel critère. Et après avoir fait rentrer dans la salle à la fin les patients parce qu'ils ne pouvaient pas participer à tout, parce qu'il y avait le secret, pas dire des affaires, mais là c'était le secret scientifico-médical. On fait rentrer les patients en fin de... J'ai en tête un réseau thérapie génique et cellulaire de l'œil que l'AFM avait mis en place. Et puis, après qu'il y ait une grand-messe avec les scientifiques et les médecins, on fait rentrer les patients. Et en fait, ce qu'ils évoquaient de ce qui était pour eux extrêmement important dans leur qualité de vie, c'était absolument pas ce vers quoi s'orientaient les spécialistes pour mesurer l'efficience de tel ou tel traitement. Donc ça montre bien qu'il faut absolument qu'ils soient associés pour élaborer les données. Et puis ensuite, de toute façon, comme on voit aujourd'hui avec les traitements qui arrivent sur le marché, on voit que ces données en vie réelle, il y a beaucoup de traitements très innovants, même lorsqu'on est dans du repositionnement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, les données en vie réelle, c'est extrêmement important. Et donc, il faut qu'ils soient associés sur les critères, les données, quelles sont ces données. Et puis ensuite, comment je vais les rentrer, parce qu'après, il va falloir les rentrer, ces données. Et ça ne va pas être seulement tous les 3 mois ou 4 mois, peut-être de façon régulière. Et donc, ils doivent être partie prenante et complètement associée. Et puis, j'ai aussi un petit sujet qui est aussi important, qui va avec le fait qu'on arrive aujourd'hui avec des premiers médicaments, ce qui est très, très bien. Le fait que se multiplient les RCP, donc les réunions de concertation pluridisciplinaires, et dans les tours de table, il y a seulement les médecins, alors que les RCP, au départ, les premiers comités ont été mis en place, notamment avec certaines maladies rares, et il y avait les patients. Quand ensuite ça s'est généralisé, dans les RCP, il n'y a que les médecins et il n'y a pas des représentants de patients. Ce qui fait que, je pense à une maladie rare en particulier neuromusculaire, qui est la myotrophie spinale, alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies thérapeutiques. Voilà, il y a des médicaments. On a, je crois, 30 ou 40% des patients qui n'ont pas accès à quelques médicaments innovants que ce soit, alors qu'il y en a plusieurs mis sur le marché. Parce que, bon, d'abord, il y a engorgement au niveau des RCP, ça, c'est un autre sujet. Et en plus, c'est un vrai sujet. Il y a engorgement. C'est très bien, hein, ça veut dire qu'il y a des médicaments qui arrivent, mais aujourd'hui, il va falloir penser à organiser cela de façon différente et que les patients soient dans ces RCP, que ce ne soit pas seulement les médecins qui parlent aux médecins, qui, mieux que les gens, les patients directement concernés, savent ce qui est important pour eux. Oui, rien sur moi sans moi. Exactement. Donc, patient, partenaire, c'est indispensable, à plusieurs niveaux.
Donc encore du chemin à parcourir. Oui, voilà, Même on peut toujours plus. On a fait, il y a eu des progrès impressionnants. Enfin, je pense que ce type de table ronde, il y a encore Oui, absolument. 15 ans, voilà, Ça n'a pas on été aurait envisageable. été vraiment dans des plaidoyers, dans de la revendication plus forte. Oui, tout à fait. Mais elle est toujours présente et ouais, vraiment, le patient individu, non, le patient caution, non, mais le patient, au même titre que formé, informé, qui a toute sa place et qui est plus que légitime, c'est incroyable. C'est comme dans le domaine, tout autre domaine des dispositifs médicaux, des aides techniques, quand c'est conçu par des spécialistes, par des techniciens, sans associer celui ou celle qui est directement concerné, c'est inconcevable. Et le maître mot, c'est le partenariat. On travaille ensemble, main dans la main, Ouais, tout à fait. avec un objectif commun. Oui, et puis c'est aussi une réflexion de bon sens. On est plus intelligent à plusieurs. Enfin, Absolument. Tout à fait, oui. Je juste voulais dire, c'est ça. tout simplement, en fait, on est plus intelligent à plusieurs. Y compris au sein des professionnels de santé, vous parliez de formation des patients, notamment dans les instances et lorsqu'il y a l'évaluation de dossiers ou autres, mais également aussi des professionnels de santé. Moi, je Bien le sûr. vois aussi dans mes comités scientifiques permanents. Un dossier, par exemple, il va être vu évidemment sous l'angle de la qualité pharmaceutique, soit chimique, soit biologique. Vous allez avoir des experts cliniques, vous allez avoir aussi des experts sur la partie pharmacovigilance, vous allez avoir des méthodologistes, et donc chacun, un méthodologiste n'a pas l'expertise d'un clinicien et un clinicien n'a pas l'expertise d'un méthodologiste, donc c'est la même chose. Et donc le patient, c'est pareil, il a son savoir expérientiel, et donc c'est une des briques en fait. Enfin, je parle souvent à mes équipes en effet de puzzles en fait. Il y a des pièces et ensuite il faut avoir eh bien l'ensemble pour ensuite avoir la picture. Alors oui, on parle du coup, il y en a pour avoir la photo. La photo, merci. Pour avoir décidément. Picture, Voilà, vous vouliez picture, dire. oui, voilà, pour avoir la photographie en fait. Et c'est ça qui est important. Et je partage, il faut évidemment continuer à avancer comme cela. Sur les bases de données aussi, les données en vie réelle sont Oui. évidemment indispensables. On le voit, on a de plus en plus d'innovations thérapeutiques et on ne peut que s'en féliciter lorsque je vois en effet les agendas, soit du CHMP ou du COMP ou du SOAP. Voilà, on voit arriver, alors évidemment c'est beaucoup de travail aussi pour, voilà, pour toutes les équipes, mais pour autant on a de vraies innovations. On a des outils aujourd'hui, voilà, notamment en pharmacogénomie qui sont exceptionnels et donc c'est important. Pour autant, on voit que l'on a des mises à disposition qui sont de plus en plus précoces, ce qui est bien Voilà. évidemment pour les patients et l'agence de longue date avec ce qu'on appelait les ATU avant maintenant les accès précoces. Pour autant, cela veut donc dire que cela arrive sur le marché avec un quantum de données qu'on a jugé suffisant pour y aller, mais qui est limité. Donc les données en vie réelle sont indispensables. Par contre, sur les bases de données, en effet, il faut aussi expliquer évidemment aux patients pourquoi une base de données, à quoi ces données, en effet, vont servir, avec une protection qui est indispensable, une agilité en fonction des spécificités, en effet, pour les maladies rares, mais avec un maître mot qui est la protection des données de santé du patient. Ça, c'est une ligne rouge qui est indispensable. Il faut être agile, mais c'est une ligne rouge importante. Et puis, on le voit, voilà, je ne peux pas évidemment résister à la promotion de notre groupement d'intérêt scientifique EPIPHAR, qui est un pôle d'expertise publique d'épidémiologie. Vous avez dû le voir, notamment là sur la surveillance des vaccins. On a la chance avec aussi le système national des données de santé, qui est une base de données de l'assurance maladie qui est la plus grande au monde. On est en capacité de pouvoir en effet avoir ces données. Ça permet d'orienter, d'aider le décideur. C'est-à-dire qu'on ne décide pas en effet de manière aveugle et ça permet de suivre ce qu'il se passe. Et donc c'est cela qui est important. Plus la médicalisation avec certaines bases de données, enfin, voilà, Mathieu connaît bien mieux que moi, mais on le voit bien. Mais c'est toujours la même chose de la pédagogie, expliquer pourquoi on fait les choses, à quoi ça va servir, et les limites que l'on pose. Et c'est comme ça qu'on avance. Et en effet, je partage, je pense qu'il y a 15 ans, on n'aurait peut-être pas eu tout à fait les mêmes discours. Voilà, ça aurait été probablement plus... Mais c'est vrai voilà, un peu différent. Chez les patients, j'ai l'impression ont tendance à connaître, être un peu plus sachants qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans, pour plein de raisons. Hein. Donc il n'y a pas que les professionnels de santé, les patients sont aussi des sachants qu'il est indispensable d'intégrer. Ce sont des acteurs, des partenaires, mais finalement ce sont même des acteurs directement impliqués sur leur pathologie. Bénéficiaires, en plus, ils vont être les bénéficiaires d'eux. Donc voilà, quand on prend une petite discussion, un médecin qui dit, bah voilà, je vais vous proposer de participer à un essai, on va tester tel produit. Et le patient, lui, ce qu'il dit, très bien, le produit parfait, mais pour moi, mon impact, c'est quoi ?
en termes de prise de ce produit qui marchera sûrement très bien, de traitement qu'il va falloir que je prenne à côté, de visite que j'ai. En gros, qu'est-ce qui va changer pour moi? Moi, c'est pas votre produit qui m'intéresse, c'est d'aller mieux. Et c'est vrai que là, il y a ce gap, entre guillemets, entre le médecin-chercheur qui dit « moi j'ai un produit formidable » et le patient qui dit « moi ce que je veux, c'est aller mieux ». Si c'est votre produit, c'est super, mais derrière, il y a quand même beaucoup d'implications, finalement, probablement, dont vous ne m'avez pas encore parlé. Donc il faut que je sache, il faut que je comprenne, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les patients soient présents dans les RCP, c'est indispensable. Échanger, se comprendre, en fait, se parler. Se parler, et comprendre ce qui les concerne, parce que là, vous décrivez une situation idéale, mais sur le terrain, on rencontre encore quotidiennement des patients qui ne sont pas suffisamment éclairés, ni formés, et qui ne sont pas en capacité d'échanger à ce point avec leur clinicien. Tout à fait. Et qui font confiance, et c'est très bien, nous faisons confiance à nos médecins. Oui, absolument. Je pense, mais c'est une relation pas globale, généralisée. C'est une relation à équilibrer. Le sujet de la relation, une relation équilibrée entre professionnels de santé, patients, institutions. C'est vraiment cela, en fait. Bien sûr. Et je pense dans les maladies rares peut-être encore plus que dans d'autres pathologies. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même cette proximité eu égard à la rareté du nombre de malades. Donc cette proximité entre le patient, le clinicien, le scientifique. Je pense d'ailleurs que c'est le fait qu'il y ait eu cette relation entre ces différentes communautés, tous au service des maladies rares, qu'on a pu obtenir, je pense, les plans maladies rares, etc. Parce que c'était, pas dire fusionnel, mais il y avait une complicité, eu égard à la rareté, il y a une complicité entre les différentes communautés, les scientifiques, les médecins, etc., sur la thématique des maladies rares. Et on le voit aujourd'hui, les filières de santé maladies rares, les centres de référence, les centres de compétences forment une communauté au sein desquelles, globalement, les patients sont intégrés de plus en plus. Du chemin reste à parcourir encore, mais on voit que ça forme une communauté, et une communauté, comme vous le décriviez parfaitement bien, c'est-à-dire une communauté qui peut discuter d'égal à égal. Et chacun a son domaine de compétences, mais c'est un partenariat qui se tisse. Et là encore, si je peux me permettre, la notion de filière maladie rare, s'il n'y avait pas eu les associations de patients derrière, parce qu'on restait un peu sur ce qui est toujours centre de référence de compétences, etc., mais faire ce lien qui est indispensable pour le patient dans son parcours de santé, incluant le parcours de soins, c'est-à-dire faire en sorte qu'à partir du moment où il a le diagnostic, c'est fluide pendant tout son parcours de soins. C'est bien parce que les patients ont beaucoup poussé, je sais comme le rôle, voilà, et plus particulièrement de la FM Téléthon sur le fait qu'il fallait que se mettent en place des filières. C'était un peu, filière, non, chacun dans son coin se trouvant très très bien. Et peut-être, en effet, pour certains, de se dire que ça allait diminuer les moyens qui leur seraient attribués, ce qui est logique, de se poser cette question. Mais là, la notion de filière, je pense que c'est quelque chose d'important. Ils ont une telle responsabilité, du diagnostic jusqu'à évidemment la prise en charge en passant par la partie recherche. C'est important pour le patient. Ils ont une grosse charge et pas mal de missions, d'où justement cet appel à projet qu'on lance pour les aider sur cette thématique, en effet, de pouvoir développer, maturer des preuves de concepts thérapeutiques pour 95% des maladies rares qui n'en ont pas. Peut-être un instant revenir sur les données de vie réelle et sur, vous évoquiez, Christelle, la protection et l'indispensable nécessité de protéger les données des patients. C'est encore souvent une vraie question que se posent les malades. Où vont mes données? Où partent-elles? Alors encore une fois, un témoignage. J'ai l'occasion régulièrement de relire des protocoles de l'INSERM. On voit bien, vous le disiez tout à l'heure, que la partie qui concerne la gestion des données personnelles, est souvent détaillée. Mais de temps en temps, on a quand même 2 ou 3 lignes où on ne sait pas où vont partir ces données. Oui. La sécurité des données, donc, c'est vrai que c'est un sujet évidemment majeur. On en parle quasiment tous les jours. On sait que les hôpitaux, les données de santé, les mieux protégés, les plus sensibles, finalement, on arrive à y accéder en ayant un petit peu de malhonnêteté et de connaissance de tous ces systèmes. Donc c'est évidemment un problème. Donc on va continuer à rajouter des couches et plus de sécurité, mais on sait que ça va continuer à être attaqué aussi de plus en plus. Et plus on concentre, puisqu'on a quand même une tendance à concentration, à la création d'entrepôts de données, de centralisation des données. On parle du Health Data Hub, qui je pense qu'il y a une chose très très bien, mais on finit par concentrer. C'est comme le SNDS, il est concentré. Et ça, c'est quand même des voies d'attaque, entre guillemets, qui peuvent être majeures par rapport à des données déconcentrées où on sait, ok, on perd quoi. Il y a quelques données qui sont parties, mais là, on sait qu'en concentrant, on prend des risques, même s'il y a plus de sécurité,
d'avoir une sortie un peu générale, comme pour le coup des PCR à la PHP, c'est parti d'un seul coup. Le monopole crée le risque, d'une certaine manière. Bien sûr, même si on rajoute des couches de sécurité, ça crée quand même un risque. Donc il faut trouver moi je suis pour la concentration, hein, parce que je pense que c'est indispensable, mais ça crée des risques qui n'existaient pas lorsque les données étaient un petit peu éparpillées. Avec d'autres risques, bien évidemment, mais finalement mineurs. Non, mais ce qui ne touchait pas tout le monde. Non, pas zéro risque, non, même beaucoup plus de risques, mais il touchait des petites quantités de données, des petits patients. Le volume est moindre. Voilà, puis après, avant, on avait le dossier papier, et c'est vrai que le nombre de personnes qui partaient avec le dossier papier parce qu'ils connaissaient, voilà, c'est imparable, mais c'est qu'un dossier. Mais bon. Donc c'est vrai que cette concentration... Techniquement, comment minorer ces risques? Est-ce que c'est vraiment un aspect technique? Oui, c'est de la technique. Moi, je suis Pure. plutôt un technicien, donc c'est vraiment on embauche des hackers pour qu'ils. Je peux pas vous dire, mais voilà, sur le principe, il faut sécuriser au maximum, mais je pense qu'on pourra jamais être parfait. Si on veut attaquer, si on veut ouvrir une porte blindée, on arrive à l'ouvrir. Si on veut ouvrir un entrepôt multisécurisé, on y arrivera. Donc il faut suivre et il faut surtout être, je pense, très très ferme et condamner très fortement toutes les personnes qui rentrent, qui ont une mauvaise utilisation des données. Je ne sais pas si c'est encore la politique aujourd'hui, mais de se dire et d'être extrêmement fort et condamner les mauvaises utilisations, mes usages de données, ça c'est quand même un principe qui va avancer, qui devrait avancer, parce qu'on ne peut pas juste dire aux gens, ah bah voilà, c'est fermé, donc vous ne pouvez rien faire. Si, il y a des mauvaises utilisations. Et puis peut-être pour rebondir de façon, sans vouloir être provocateur, je pense qu'en effet la sécurité c'est un préalable. Mais il ne faut pas non plus que ça diminue les risques des patients. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Et moi, j'ai des exemples où la complexité de la sécurisation de données dans des pathologies rares est très éparpillée, avec des parents, etc., qui doivent donner le raccord. Et puis des données qui ont rendu le projet impossible. Et là, c'est délétère. Et c'est une perte, exactement. Ouais, donc, et c'est compliqué, aussi, ça. C'est très compliqué, ça. C'est très compliqué. Donc mais ça avance avec le dialogue, c'est toujours la même chose. Ça avance avec le dialogue. Il faut peut-être faire évoluer, ce qu'on parlait un peu de prospective dans le futur, voilà, les patients investigateurs, l'évolution de l'évidence de médecine. Et pareil, est-ce qu'il n'y a pas des niveaux différents pour les maladies rares de fonctionnement et d'accès à des études qui pourraient avoir des reconnaissances mutuelles peut-être un peu plus facilitées et plus rapides entre pays. Bon, il y a évidemment des choses à creuser. On pense en dehors de la boîte, comme on dit. Mais c'était intéressant que vous disiez entre pays, parce que en fait, moi, quand à chaque fois que je réfléchis, de toute façon, je réfléchis entre pays, et en particulier dans le domaine des maladies rares, on est obligé d'agréger les données entre pays, et donc c'est aussi une des complexités et un des challenges des réseaux européens de référence. Et donc, quand je vous écoute, je me dis, bon, oui, il faut de la sécurité, mais malgré tout, il faut quand même aussi qu'on puisse à un moment mettre en place les structures qui permettent de... Ça fait trop d'années qu'on dit on n'a pas assez de données de patients sur l'histoire naturelle des maladies, on n'a pas assez de données de patients sur l'évolution de tel et tel variant génétique. Enfin, voilà, il y a plein de choses au niveau des besoins. Donc, je pense qu'il faut que la technique suive, en fait. Au niveau de la donnée ? Ça ne doit pas conduire à l'immobilisme. C'est ça. C'est que justement, parce que les patients veulent justement contribuer leurs données, ils veulent les contribuer aussi en ayant un regard et en gardant quelque part l'idée que ce sont leurs données. Donc, ce sont leurs données. Bien sûr, mais ça c'est important quand même à dire, parce que selon les choses qui sont mises en place, il y a aussi cette notion de comment est-ce qu'on gère l'appartenance, l'origine des données. Mais non, ce que je veux surtout dire, c'est qu'il y a un vrai challenge justement pour savoir comment faire en sorte de mieux les utiliser, en fait. Parce que c'est aussi pas la peine de demander à des gens de contribuer leur temps, de contribuer... J'avais des patients avec lesquels je travaille qui ont des dossiers, qui ont des disques, qui ont des disques durs dans tous les coins avec tout ce qu'ils ont amassé. C'est pas la peine de demander aux gens d'avoir ce genre de choses, de contribuer leur temps et leur santé, et ensuite de ne pas pouvoir les utiliser. Donc il faut vraiment, au niveau structurel, il faut vraiment qu'on puisse avoir le moyen de les utiliser. Pour les responsables des traitements de données, il faut les accompagner, il faut les aider, les responsabiliser bien évidemment, mais derrière, je pense qu'il faut être beaucoup plus strict avec ceux qui utilisent, qui dévoient et qui décrédibilisent complètement tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau sécurité. Et ça, c'est des actes malhonnêtes, je veux dire, pas des actes involontaires.
Voilà. Donc ça, Oui. je trouve que l'équilibre n'est pas encore trouvé, mais il avance peut-être. Et le partage de données, en effet, notamment au niveau européen, enfin, sur les maladies rares, oui, notamment, enfin, il faut c'est partager. évident. La bonne échelle, c'est- On le il voit faut- déjà même. Mais pas qu'européen, quoi. mais Ça, non, ça- même c'est déjà au niveau international, oui, bien sûr. international, mais on le voit même Mais au on n'y niveau arrive pas, national. ça. On peut avoir des registres, déjà un état des lieux de l'ensemble des registres, de ce qui existe Bien déjà, sûr. parce qu'en effet, il y a déjà un certain nombre de choses qui existent, mais de manière disparate. Déjà, c'est toujours la même chose, se parler, dialoguer, en fait, sur ce qui existe, voilà, dans différents établissements, au niveau national, au niveau Ouais. européen, au niveau international. Et puis, sur la collecte de données, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, Laurence, sur, en effet, pas tous les 3 mois ou uniquement, ou tous les 6 mois, etc. Aujourd'hui, avec les outils digitaux, enfin, en effet, il y a 15 ans, on n'aurait jamais imaginé déjà, tous les uns et les autres, voilà, avoir ces outils, avec donc cette capacité aussi de collecte en temps réel, enfin beaucoup plus, au lieu de remplir en effet, un document papier où c'est compliqué. Donc en effet, enfin, on le voit complètement différemment aujourd'hui. Et ça évolue bien, je pense, avec Et oui, ça justement l'agence, évolue, voilà, l'espace numérique santé, le Health Data Hub, tout ça. On est Exactement. en train quand même de communiquer de façon Voilà. numérique, donc c'est Ouais, sûr qu'on exclut une tout à partie fait. des gens, donc il ne faut pas les oublier. Tout à fait. Donc il va falloir les gérer Il faut d'une autre il façon. faut les emmener, oui, Mais voilà, autrement. mais- On peut aller beaucoup plus vite Bien sur sûr. l'information et sur les échanges en disant, bah voilà, vos données, oui, non. Donc je pense Et là, qu'on va- les agences vont avoir de toute façon besoin de toutes ces données en vie réelle. Bien sûr. Exactement. Et pour cela, qui peut apporter, alors d'abord, qui peut élaborer les bonnes données, d'où l'importance des parents, des patients Bien sûr, pour absolument. élaborer Tout à fait. les bonnes données, se dire, voilà. Et ensuite, qui pour rentrer ces données en vie réelle, évidemment, les patients. Donc, sûr, bien sûr. c'est... Est-ce que l'une des difficultés, si on reprend le niveau européen, n'est pas justement de faire face à une hétérogénéité des réglementations, des systèmes de santé? Est-ce que vous avez le sentiment que vous, Virginie, et vous, Christelle, qui travaillez sur ces sujets-là, on assiste à un rapprochement des uns et des autres? Est-ce qu'on peut s'entendre sur le sujet au sein de l'Union, notamment? Alors, sur la réglementation, elle est européenne, donc la réglementation notamment sur les médicaments ou autres, donc c'est une seule réglementation, donc ça c'est assez clair. Après, sur la notion par exemple de registre de collection de données, C'est là ça. c'est plus compliqué, parce que ça peut être d'obédience nationale, et donc certains États ont des traditions de registres, et notamment de données en vie réelle, qui sont beaucoup plus importantes que ce qui existe en France. Par exemple, les pays scandinaves sont extrêmement, et de très 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 longue date, alors c'est aussi une population plus limitée, Plus donc petite. voilà, forcément, et donc on a à apprendre, donc voilà, mais il faut avancer là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions, notamment au niveau de l'Agence européenne du médicament, sur comment utiliser en effet les données en vie réelle, puisque l'agence évolue aussi. On était beaucoup sur l'essai randomisé, en double aveugle, et qui est important, mais voilà, c'était le dogme et voilà, et que le dogme. Le gold standard. Voilà, et le gold standard, et voilà. Et donc on voit, il y a notamment un concept paper qui est en cours de réflexion. Nous allons, comme vous le savez, assurer la présidence européenne, et donc c'est un enjeu, en effet, pour nous aussi de pouvoir voilà, avancer là-dessus. Donc voilà, ça avance, ça partage. Il y en a qui sont notamment sur les données en vie réelle. Alors nous, on l'a au titre du SNDS, mais là, je parle plutôt de registres, en effet, de pathologie ou autres. Il y a des États qui sont plus avancés, donc ils font participer aussi de leur expérience. Mais oui, je pense que ça avance, mais il y a encore des spécificités, en effet, nationales. Et c'est là où, si je peux compléter, en fait, c'est là où je reviens sur vraiment l'importance de ces réseaux de référence européens qui ont été mis en place en 2017, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a un vrai sujet aussi sur comment connecter la collecte de données au niveau national. Laurence, vous avez parlé des filières, donc il y a vraiment une mine, mais ensuite, dans le cadre des maladies rares, il faut qu'on arrive aussi à connecter ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe dans les autres pays, et en plus global. Donc vraiment le sujet de monter la capacité des réseaux européens, mais aussi de monter en capacité par rapport à l'interaction entre ce qui se passe dans ces réseaux transversaux et leur connexion avec les filières de soins en France ou dans d'autres pays. Ça, c'est très, très important. Et effectivement, en ce qui concerne aussi le côté réglementaire, comment ces données qui sont collectées doivent être collectées pour ensuite pouvoir être utilisées de façon efficace au niveau de l'évaluation réglementaire. Effectivement, à l'Agence du médicament, on a travaillé sur des recommandations. Donc ça, c'était une
task force, intercomité. Donc moi, je fais partie du comité de pharmacovigilance. Je représente les patients au comité de pharmacovigilance à l'IMA. Et donc, on a contribué à développer ces recommandations qui sont en fait sur la situation dans laquelle on va faire des études basées sur les registres. Donc, plus précisément, quelles sont en fait les attentes au niveau réglementaire et quels sont en fait les critères qu'il faut mettre en place dans la collecte des données pour qu'ensuite ces données puissent être réutilisées. Donc ça, c'est une des recommandations qui sont très très importantes, qui vont probablement nécessiter aussi une diffusion plus large, parce que quand il y a des recommandations qui viennent de l'Agence du médicament européenne, on pense que c'est simplement pour les développeurs, que c'est simplement pour les compagnies pharmaceutiques. Là, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que j'espère, et je vais faire en sorte, moi, de le disséminer le plus possible, mais c'est un document qui doit être lu par les organisations de patients qui mettent en place des collaborations pour monter des registres. C'est un document qui doit être lu par les cliniciens dans les filières de soins et dans les réseaux européens de référence, parce que justement, c'est pour tout le monde. C'est que cette collecte de données, elle doit être vraiment faite par toutes les parties prenantes pour qu'ensuite on puisse les utiliser quand on a vraiment l'opportunité de le faire. Alors, la collecte des données peut associer à la fois le secteur public et le secteur privé. Ça complique souvent les choses. Qui fait quoi, pour qui, comment ? Et comment, c'est une nécessité, tous les acteurs sont essentiels, mais comment on organise les choses et comment tout en garantissant aux patients, finalement, une protection adéquate? Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas non plus spécialiste des données, donc je vais d'abord répondre et puis peut-être switcher un petit peu. Mais juste pour reprendre sur cette idée de collection de données et registres, en fait, on a souvent, par le passé, c'était plutôt des registres qui étaient des registres produits, donc qui étaient dont les propriétaires étaient les compagnies pharmaceutiques. Là, même dans les textes et même dans la nouvelle recommandation de l'IMA, on change complètement de scope. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment entrer dans le vocabulaire de parler de registre maladie. Donc ça, c'est pour répondre à votre question de comment on gère le public-privé. C'est un nouveau modèle, un nouveau paradigme. Pour moi, c'est vraiment... bien sûr, les compagnies doivent démontrer certaines... d'études, en particulier en post-AMM, mais c'est aussi le but de cette recommandation de l'IMA, de comment on gère les études basées sur des registres, parce que ce n'est pas nécessairement un registre, une étude, et le but, c'est aussi de pouvoir mutualiser et de ne pas avoir des données qui dorment dans certains laboratoires pharmaceutiques, par exemple, mais que tout le monde puisse en profiter. Mais par ailleurs, je voulais aussi rebondir sur ça, sur le côté public-privé et les relations quand on parle vraiment d'engagement des patients, puisque c'est quand même... on a beaucoup parlé de comment on engageait les patients dans les instances réglementaires. On a assez peu parlé aussi de comment les patients peuvent travailler avec les compagnies pharmaceutiques. Donc, c'est aussi tout un volet qui est très important. Également, dans la définition des priorités, finalement, comment lancer des programmes de développement. Ensuite, éventuellement, comment suivre le développement des essais cliniques, etc. Donc, ça aussi, c'est toute une problématique avec des méthodologies qui sont associées. Et toute une réflexion aussi sur comment faire en sorte que finalement les interactions entre les patients et les différentes parties prenantes restent pas anecdotales. Comment faire en sorte que le système change et que en fait, l'engagement des patients soit quelque chose de systématique et pérenne. Donc en fait, voilà, quand vous parliez public-privé, j'ai réagi parce que on a été impliqué en tant que Rordis dans un projet qui a duré 3 ans, qui s'appelait Paradigm, qui était financé par donc IMI, qui est un mode de financement européen qui en fait est finalement une action conjointe entre la Commission européenne et l'IFPA, qui est l'association ombrelle pour les compagnies, industrielles, pour les compagnies pharmaceutiques.
Pareil, j'ai pas les mots exacts précisément, vous me pardonnerez. Mais donc ce projet Paradigm, en fait, c'était aussi très très intéressant. Laurence parlait de partnership et de patients partenaires, et donc on a vraiment travaillé là sur un mode de co-création, justement pour établir une feuille de route sur comment rendre l'engagement des patients systématique et que ce soit quelque chose qui parle aussi aux autres parties prenantes, pas simplement aux organisations de patients, mais que ça soit quelque chose qui soit acté aussi par les académies qui faisaient partie du projet, aussi par les compagnies pharmaceutiques qui faisaient partie du projet, et savoir comment on peut changer la culture en fait ensemble, comment on peut mettre les ressources adéquates sur l'engagement des patients, et aussi comment on peut mettre en place les processus adéquats, et donc les différentes méthodologies, les différentes organisations structurelles au sein des différentes entités. Voilà, c'était juste un petit aparté. Merci infiniment. Et il y a une partie sur laquelle, juste à rajouter, il y a juste aussi une partie sur laquelle, là, les associations de patients ne sont absolument pas associées, c'est sur la définition du prix du médicament, donc c'est tout au bout. Sur la partie CEPS notamment, où il n'y a pas, là, les patients ne sont pas du tout associés, alors que là encore, et à l'heure où on doit vraisemblablement aussi revoir la définition, la construction du prix du médicament. C'est un autre sujet, un autre débat, mais il est aussi important que les patients puissent être associés, ce qui n'est pas le cas à date. Le CEPS, qui est les comités qui fixent le prix des médicaments. Exactement. Alors, une question, puisqu'il nous reste quelques minutes, une question qui nous vient de Madame Gélin. Pour un industriel, comment identifier les bonnes études de qualité de vie du patient dans le développement d'un médicament dans les maladies rares, dans la mesure où la commission de transparence, lors de son évaluation, semble être plus en attente d'études de qualité de vie liées à la pathologie que de résultats de quali? Question difficile. Christian n'est pas là. Et c'est ça. Exactement. Il nous a fallu la commission de transparence, vous avez raison. Oui. Pas d'avis autour de la table? Joker pour tout le monde? Je pense que, un avis juste très très rapide, je pense qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps et puis réussir à hiérarchiser et à des niveaux de qualité des données qui sont issus de projets de qualité de vie, de PRO, qui aujourd'hui sont dans le sac, entre guillemets, PRO, qualité de vie tout court, mais c'est évident qu'il y a différents niveaux de cohérence, de qualité, de validité, de suivi, de remplissage, de questions validées, pas validées, et je pense qu'il y a une hiérarchisation à mettre en place et qui serait un outil assez utile pour justement l'HAS qui utilise après ces données. C'est un avis personnel. Je vous remercie. Alors, une question que je n'avais pas vue sur les données. Quid de M. Hanauer? Quid de la disponibilité des données d'essais cliniques ayant échoué? Une mine de data inexploitée et non partagée et qui pourtant appartiennent aux patients. Ça aussi, c'est un sujet... Un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet puisqu'il y a forcément un biais de publication. C'est-à-dire que les publications, on voit majoritairement ce qui fonctionne. Il est compliqué de publier lorsque ça ne fonctionne pas. Et en effet, même si les personnes... Il y a une obligation. Oui, une obligation. Alors, je parlais évidemment, y compris dans des revues, notamment médicales et internationales. Et on le voit, c'est compliqué. Lorsque il y a, en effet, des chercheurs ou autres qui souhaitent publier quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est compliqué de passer la barrière du comité de lecture international. Hein. C'est en effet compliqué. Évidemment, c'est un point qui est important. Et donc, nous sommes engagés aussi à l'agence sur une transparence sur les essais cliniques, donc à la fois sur l'autorisation des essais cliniques, mais aussi sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc nous essayons aussi, nous travaillons pour qu'il y ait cette transparence, parce qu'on apprend aussi des échecs, on le sait, hein, évidemment, et il faut avancer là-dessus. C'est important de savoir ce qui a fonctionné, savoir ce qui n'a pas fonctionné. Et donc on est engagé en effet sur cette transparence pour avoir accès en effet et je répète régulièrement aux investigateurs en effet qu'il y a la nécessité évidemment de publication et je ne parle pas des publications dans la littérature internationale, mais de mise à disposition publique des données, de toutes les données, qu'elles soient positives ou qu'elles soient évidemment négatives, parce que c'est évidemment aussi informatif, hein, c'est important
de pouvoir ensuite orienter voilà, la trajectoire de recherche par la suite. Revue qui ne prend que des études négatives. Non, mais non, bon, mais c'est extrêmement compliqué. Hein, C'est un vrai sujet, là c'est encore, vrai, parce c'est compliqué, que publier du négatif, c'est ça. compliqué, ouais, c'est vrai. on n'y arrive pas. Hein, Ah ouais. c'est l'impact compliqué. factor est mauvais, donc Oui. parfois c'est Ah basé bah, sur... voilà, personne ne le dit, voilà, quoi. donc, Personne ne le dit. bah, Donc oui, le personne labo ne le dit. n'aura oui. pas forcément... c'est un Non, cercle... Et lorsque C'est l'on compliqué. a, voilà, sur une molécule, par exemple, 15 études, 14 qui ne fonctionnent pas, une qui fonctionne, Ouais. c'est plus simple de Bah oui. publier celle qui fonctionne, ce qui est un vrai sujet d'ailleurs quand même, parce qu'on se dit une sur 15. Bah ouais. Mais par contre, c'est très compliqué de publier celle en effet qui ne fonctionne pas. Alors comment on s'en sortir? Comment on pourrait s'en sortir? C'est vraiment une question structurelle. Il faut repenser Voilà. Ah, normalement, Sans parler de la qui nous publication. échappe. site européen, il y a Voilà, la sans parler de la communication, publication, voilà, voilà, sur sans le parler de la tout ça. publication, Un par mais un. communiquer, voilà, au Communiquer, moins voilà. sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ça. sans parler de publication. C'est vrai que, voilà, dans le domaine de la recherche et le domaine médical, les publications, voilà, sont évidemment on va dire le média et le substratum où tout le monde, en effet, évidemment, s'informe. Pour autant, déjà qu'il y ait à disposition les essais cliniques qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné, c'est déjà une première étape. Et Christelle, Virginie, vous connaissez sûrement mieux que moi, mais sur les sites européens ou internationaux type clinical.gouv, Oui, etc., tout à fait. les résultats négatifs sont reportés. Oui, Là, les résultats négatifs sont donc reportés. sont accessibles voilà. au public. C'est Exactement. ouvert. Et donc nous sommes voilà, nous essayons de mobiliser aussi au niveau national pour qu'il puisse y ça. avoir cet accès, en effet, sur voilà, la plus transparence facilement, voilà, oui, des la essais transparence. cliniques. Et c'est déjà quelque chose qui est Oui. Une évidemment transparence et important. presque une Qui existe, valorisation Ah, bien finalement. sûr, parce une que, valorisation, tout à fait. autant on valorise ce qui est fonctionné, ce qui n'a positif, pas mais si c'est fonctionné. marginal, Exactement. l'intérêt reste... Oui, tout à fait. C'est suivi, ça, normalement. Une ou deux questions avant que nous nous séparions. Question difficile pour Erreur 10. Comment soutenir l'ensemble des pathologies rares lorsqu'on est une structure de l'ampleur d'Erreur 10? Alors, En quoi, s'appuyant sur ses membres, ça c'est sûr. C'est C'est sûr, ça. parce qu'on a peut-être une ampleur, mais finalement, on n'est quand même qu'une équipe de 50 personnes qui ont en plus des spécialisations très, très différentes. Donc, Vous notre agrégez cœur de les métier, énergies, c'est finalement. vraiment d'agréger et de pouvoir compter sur nos membres et de surtout créer les conditions pour pouvoir travailler ensemble. Et de toute façon, il n'y a pas que Aurore 10. Je veux dire, quand on regarde le paysage des maladies rares, il y a les alliances nationales, il y a les fédérations européennes. Voilà, donc il y a aussi toutes les autres associations de patients qui ont parfois vraiment elles-mêmes des collaborations très poussées. Donc chacun contribue, c'est-à-dire que c'est pas ça. nous on essaye d'agréger quand on peut apporter une valeur ajoutée, mais chacun a aussi sa part à jouer. On n'est pas là pour non plus diriger tout le monde et parler. ça renvoie les acteurs voilà. finalement à leur Ouais. propre Donc rôle. c'est un vrai rôle de communauté. Je pense que voilà, Ouais, quand c'est- on voit c'est l'exemple une de la alliance FM, d'associ- c'est une alliance. Voilà, on c'est n'est une pas alliance, soit une alliance d'alliance ou une alliance d'association. Tout à Donc fait. ça veut dire que après les associations elles-mêmes, par rapport aux communautés qu'elles représentent, sont en Se capacité de voilà. Tout Mais, à fait. c'est une Tout à alliance fait. d'alliance, Et, une alliance d'association, mais c'est pas en tant que telle une association de malades, c'est une alliance d'associations de malades. Exactement. Et quand on voit, par exemple, la FM, c'est sûr qu'on n'a pas du tout, nous, les mêmes capacités que Ni la même histoire. FM, ni la même histoire, etc. Donc, on est chacun sur quand même nos spécialités et là où on peut apporter la valeur ajoutée. Merci. Un sujet connexe à la capacité que nous ayons à faire monter les patients finalement en puissance. Une question de Madame Lierena. Il existe un frein que nous rapportent nos patients experts sur la possibilité d'une rémunération. Est-il possible de penser modalité d'émolument dans nos structures hospitalières? Alors c'est un sujet qui revient régulièrement, Oui. qui est un peu clivant d'ailleurs, même au sein de la communauté des patients. Est-ce qu'il faut payer un patient finalement pour devenir un patient expert? Et au sein de quelle structure? Vous évoquiez tout à l'heure un vrai Patient sujet. expert ou générer des données dans un le cadre patient d'un projet de expert. recherche? Là, on est vraiment Là, sur c'est patient la place expert. du patient expert D'accord. au sein de différents groupes de travail. C'est un vrai sujet et il y a du pour et du contre pour les deux. Donc, nous, jusqu'à présent, à Aurore 10, la façon dont on a géré les choses est alignée avec la manière dont l'Agence européenne gère aussi cette question. C'est-à-dire qu'on parle de compensation, mais pas de
mais de compensation en termes de remboursement de frais frais. engagés, Frais de des trajets, de la prise en charge des hôtels, etc. Pas de compensation Au sens salarial. Au sens salarial. Ouais. Après, justement, dans ce projet Paradigme que je mentionnais, c'est quelque chose qui a été aussi discuté. Parce qu'il n'y a pas que aussi les maladies rares. Dans le projet Bien Paradigme, on était en partenariat aussi avec des associations de maladies communes qui aussi ont ces problématiques d'engagement, de compensation. Donc on a essayé de travailler sur savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place une rémunération, ce qui est très très compliqué. Il y a quelques associations qui travaillent dessus. Aux États-Unis, ils ont aussi carrément mis en place un espèce de compteur qui en fait permet de calculer en fonction du nombre d'heures que le patient va dédier à une certaine activité, de s'il s'est déplacé, s'il ne s'est pas déplacé, quelle était la nature de la contribution. Pour l'instant, à Aurore 10, on n'a pas encore statué là-dessus, mais nos membres nous le demandent. C'est-à-dire que, et c'est tout à fait légitime, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, au niveau des patients experts qui sont à l'IME, en particulier, je pense à ceux qui sont membres des comités, c'est quand même plus d'une semaine par mois Ouais, de c'est ça. participation à une activité, alors que la plupart sont des parents, donc ils ont leurs enfants à s'occuper et aussi ont un travail. Ouais, Donc c'est comment ça. est-ce que vous expliquez à votre employeur que vous allez vous absenter une semaine par mois ? Voilà, ça pose quand même des questions c'est un vrai complètement sujet sociétal. légitimes et c'est tout à fait actuel. C'est tout à fait actuel. En Europe, il y a aussi des groupes qui travaillent là-dessus. Il faut une réflexion globale, mais je n'ai pas la réponse. Sur la Il place faut du voir- patient, du représentant de patient et de son engagement pour la collectivité, parce qu'en réalité, ce Et sont qui des paierait engagements. Et qui paierait Et qui Parce paierait. que là, Alors, c'est voilà, la question le de fond, en sujet, réalité. Si c'était les compagnies qui paient, là, c'est un biais Oui. dans lequel il ne faut pas tomber, Oui. ça c'est clair. Parce qu'on a Donc, aussi- c'est qui rémunère, qui paie, mais on a aussi la problématique, par exemple, des scientifiques dans les conseils scientifiques. Oui. Même, voilà, on a C'est la pareil. Tout problématique à des fait. patients, mais dans les C'est conseils pareil. scientifiques, c'est Et dans les comités, pareil. dans les CPP, pays, aux États-Unis, les scientifiques sont rémunérés pour être dans les conseils scientifiques. On voit en France déjà, dans un certain nombre de cas, les scientifiques rémunérés, ce qui nous amène un peu à un biais, donc, et par extension aussi les patients. Mais après, qui Ça, Oui. C'est ça. pour garder notre indépendance, être partenaire, mais indépendant, Ouais. et c'est important. Et en même temps, on a besoin de cette dynamique, de cette force Et des de- malades. Et vous le disiez justement, ce sont parfois des malades qui sont engagés déjà dans la vie professionnelle, dans la vie Bien active, sûr. et qui doivent finalement cumuler parfois la maladie, le travail, et en même temps la L'expertise. représentation Et des l'application. patients. Mm. Et le système est parfois peu aidant. Oui. Donc, il y a Ils certainement doivent des être choses à faire. indépendants, servir l'intérêt C'est ça, général. C'est ça. Euh. Autant dire que c'est compliqué, c'est vrai. Mais bon, l'engagement existe encore. la Voilà, preuve, nous exactement. sommes là aujourd'hui. On est- Écoutez, moi, je vous propose que nous nous arrêtions ici. Il est 1h moins 3 minutes. Nous avons tenu le délai. Il nous manquait un intervenant. C'est l'heure d'aller déjeuner pour tout le monde. Donc moi, je vous remercie vraiment chaleureusement Merci. pour Merci cette, beaucoup. cette table ronde qui s'est voulue vraiment à la fois interactive et plutôt sympathique. J'espère que nos spectateurs et nos auditeurs auront appris, compris des choses.